Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Voilà un moment déjà que les vacances ont débuté, j'espère qu'elles sont reposantes pour tous, malgré les quelques turbulences sanitaires. Je viens comme d'habitude vous proposer un voyage dans le temps, celui des Saadiens. Mais avant de redécouvrir l'histoire du Maroc, beaucoup m'ont envoyé des messages pour savoir quand aurait lieu le prochain podcast. Sachez donc que je travaille depuis le début des vacances à un podcast surprise qui risque de prendre un peu de temps encore. Parenthèse close. Nous fêtions le 4 août l'anniversaire de Mahrakat Oued el-Makhazin, ou encore la bataille des Trois Rois, ou même bataille de Qasr el-Kabir. La bataille des Trois Rois, je vous l'accorde, ça fait un peu titre de film comme nom de bataille. On pense à la bataille des 5 armées de Tolkien. Enfin, il est évident que cela évoque un univers mystique, plein de légendes. Aujourd'hui, détricotons les mystères et levons la brume sur un élément central de l'histoire du Maroc. Nous sommes au XVIe siècle. Le Maroc est alors dirigé par les Ouattacides. Les Ouattacides connaissent une série de défaites militaires côtières. En effet, après plusieurs tentatives, les Portugais parviennent à conquérir Tanger en août 1471. Les Portugais, principaux ennemis du Maroc. Depuis, c'est la débâcle. Ils prennent de nombreuses villes côtières, dont Asfi, Azmour, Massa, etc. Enfin, les vestiges de la présence portugaise sont d'ailleurs toujours visitables aujourd'hui, que ce soit à Essaouira ou à Azmour. Donc face à cette invasion, les Ouattacides sont impuissants. Sort alors de l'ombre le clan saadien, qui à travers le grand Mohamed Cheikh organise la résistance contre le Portugal. Plusieurs villes marocaines entrent en dissidence contre le sultan ouattacide et se rallient aux Saadiens. Ce qui facilite encore la tâche aux Portugais, qui rencontrent alors un Maroc divisé. En effet, d'un côté, on a des villes qui se disent ouattacides, d'autres saadiennes. Et donc, cela facilite encore le jeu de ces Portugais qui occupent le pays. Seulement, avec le temps, les Portugais, dirigés par le roi Jean III, se désintéressent du pays. Leur position marocaine, appelée fronteras, coûtait au trésor public un tiers des revenus de l'État pour les défendre. Les défendeurs de qui? Bien de la résistance marocaine saadienne. De plus, les intérêts portugais convergent de plus en plus vers le Brésil. Jean III décide alors de quitter toutes les villes côtières conquises, à l'exception de Mazagon, l'actuel El Jadida, de Ceuta, qui avait été conquise d'abord par le Portugal et qui ne fut offerte à l'Espagne que plus tard, et enfin de Tanger. Cette décision de Jean III irrita énormément son fils, le prince héritier Dom Sébastien, qui voulait conserver les positions marocaines. Mais le roi ne céda pas à son fils et évacua le Maroc. Alors imaginez la liesse dans le pays, ils sont auréolés de succès les Saadiens, ils décident de rompre nettement avec les Ouattacides et d'ailleurs ils déplacent leur capitale de Fès, qui est le fiel Ouattacide, à Marrakech. D'ailleurs les Ouattacides ne représentent plus de risque, ils appartiennent au passé, car ils ont tous été tués par des pirates en fuyant le Maroc. On pourrait se dire que tout va bien au Maroc. Malheureusement non. Le danger guette, et cette fois-ci, il ne vient plus du nord, mais il vient de l'est. Et le danger s'appelle l'Empire ottoman, principale puissance musulmane, qui va jusqu'à Alger. Ces derniers souhaitent conquérir le Maroc pour accéder à l'Espagne et pour maîtriser la Méditerranée. Mohamed Cheikh, héros de la résistance et actuel roi, décida de s'allier avec l'Espagne contre l'Empire ottoman. Lui, qui avait été choisi car libérateur du Maroc contre les chrétiens portugais, s'allie aux chrétiens espagnols pour assurer l'indépendance du Maroc. Et les combats font rage entre l'Empire ottoman et l'alliance hispano-marocaine. D'ailleurs, lors de ces combats, le roi Mohamed Cheikh meurt assassiné dans une affaire terrible par un espion ottoman qui s'est fait passer pour un proche du roi, d'ailleurs qui va devenir proche de ce roi, et qui va leur lever une rébellion au sein de l'armée, enfin une affaire horrible d'espionnage. Et donc le roi Mohamed Cheikh, héros
de la résistance se fait tuer. Sa tête est envoyée à Alger, qui est alors, comme je vous le disais, ottomane, une ville ottomane, et de là, on envoie sa tête à Constantinople, et là-bas, bien sûr, on balade la tête du roi, on est heureux, on a fait assassiner l'ennemi de l'Empire ottoman. Alors vous savez, comme disait Marc Bloch, l'historien doit comprendre et non pas juger, donc je vais essayer d'être quand même relativement neutre, mais je pense que vous l'aurez compris, je prends quand même un peu position. Et on pourrait penser que c'en est fini du Maroc, car le roi est mort, les armées sont défaites, mais l'Espagne n'a aucun intérêt à ce que le Maroc tombe entre les mains de l'Empire ottoman, puisque l'Empire ottoman cible in fine l'Espagne et la mer Méditerranée. Donc, l'Espagne va attaquer l'Empire ottoman sur le Bosphore, à l'est. Et l'Empire ottoman est obligé de rapatrier les troupes au Maroc pour combattre l'Espagne. Les Saadiens se reconstruisent vite. D'ailleurs, la tradition veut que tous les frères du roi accèdent au trône avant que les enfants de ce dernier n'y accèdent. C'est un peu comme ça la succession saadienne. D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui dans d'autres royautés comme en Arabie Saoudite. Et donc, il faut que tous les frères du roi accèdent au pouvoir avant que les enfants du roi et les cousins accèdent au pouvoir. C'est comme ça. Or, le fils du roi, sur ordre de son père, fait un coup d'état et revendique le trône. Il s'appelle Moulay Abdullah al-Ghalib et il est à l'origine de notre bataille des trois rois. Son oncle Abdelmalik, légitime successeur au trône, s'allie avec l'Empire ottoman et lève une armée pour détrôner son neveu. Vous voyez venir un peu la guerre de succession. Il promet d'ailleurs, Abdelmalik, le légitime successeur au trône, il va s'allier avec l'Empire ottoman, il leur promet de leur remettre de l'or, de leur offrir un port, enfin il leur promet la lune, et ils le soutiennent avec l'aide des Ottomans et celui des tribus kabyles. Il bat son neveu une première fois et prend la ville de Fès. Son neveu fuit à Marrakech, puis il le combat une seconde fois et rentre dans la capitale, donc Marrakech, triomphalement. On acclame Abdelmalik, digne du trône, et l'on pourfend Abdullah al-Ghalib. Ce dernier d'ailleurs s'exile en Espagne où il implore le roi Philippe II. Mais l'Espagne ne cède pas à ses demandes car l'Espagne s'est alliée avec Abdelmalik. Philippe II, embarrassé par cet invité indésirable, l'envoie auprès du roi du Portugal, son neveu. Souvenez-vous, Jean III avait quitté les villes côtières du Maroc contre la volonté de son fils Dom Sébastien, qui, entre-temps, Dom Sébastien est devenu roi. Et donc, il ne désespère pas de récupérer le Maroc. Mais quel n'est pas le plaisir de ce Dom Sébastien lorsqu'il voit arriver Abdullah, roi déchu, qui le supplie de l'aider à conquérir le Maroc. Contre quoi, le Maroc serait, tenez-vous bien, un protectorat portugais. Il saute sur l'occasion et lève une armée contre le Maroc. Abdelmalik prend contact avec le roi du Portugal, il tente de négocier. Et oui, le Portugais considère ces tentatives de négociation comme une marque de faiblesse. Alors que Abdelmalik tente tout, il écrit à son neveu, il écrit à l'Espagne, il fait de son mieux, il insiste, car il espère que la voie diplomatique l'aidera à sortir de cette crise. Mais il est réaliste, il sait que la voie diplomatique ne sert à rien face à Dom Sébastien qui est obsédé par le Maroc. Alors, il lève une armée, en prévision d'une guerre. Et il fait bien, car les Portugais ont débarqué au Maroc, dirigés par deux rois. L'armée portugaise est dirigée par Dom Sébastien et par le roi déchu Abdullah al-Ghalib. L'armée marocaine, elle, est dirigée par son souverain légitime Abdelmalik. Et numériquement, l'armée marocaine est beaucoup plus importante. L'armée marocaine compte 50 000 hommes, dont 35 000 cavaliers, tandis que les Portugais ne sont que 16 000, à peine 1500 cavaliers. Abdelmalik avait fait construire dès son arrivée au pouvoir une fonderie à Fès, dans laquelle il fit faire une vingtaine de canons. Certes, les Portugais en ont 36, mais l'armée marocaine compte parmi les plus modernes du monde à cette époque. Elle est notamment
D'ailleurs, l'une des rares à prévoir un service médical militaire au sein de son armée. L'inévitable finit donc par arriver. Le roi du Maroc est très faible, malade, on le dit sur son lit de mort, une crise d'asthme. Mais son état de santé est caché à tous. La veille du combat, il est en train d'agoniser, mais il invente un système de combat, en croissant, qui permettra d'embrasser l'armée ennemie et de la détruire. Le 4 août au matin, les armées se font face. L'armée marocaine en croissant, l'armée portugaise forme un carré massif. Les Marocains, forts d'une cavalerie puissante et bien numériquement supérieure, sont plus mobiles que leurs adversaires. Et en plus, ils connaissent bien le terrain où ils se battent. Tous ces éléments font que le Maroc obtient une victoire totale. 2000 morts marocains sont à déplorer pour 10 000 morts portugais et des milliers de prisonniers. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y aura plus de prisonniers portugais que de combattants de l'armée portugaise. On a dit qu'il y avait 16 000 combattants portugais à peu près, eh bien il y aura à peu près, je crois, 20 000 prisonniers portugais, car il y a beaucoup de servantes, de suivants, de pages, etc. On les arrête tous, les Marocains les arrêtent tous. Et donc, si vous voulez, la victoire est totale. Malheureusement, l'ironie du sort est que les 3 rois meurent lors de ce combat. Abd el-Malik, je vous le disais, gravement malade, meurt dans sa tente en plein milieu du combat. Cette mort est cachée. On ne le dit pas. Son fils, le futur roi Ahmed el-Mansour, est présent et il cache à l'armée la mort de son père. Les 2 autres rois, Dom Sébastien et Abdallah el-Ghalib, meurent également noyés dans le fleuve après avoir essayé de fuir. C'est ainsi que l'armée marocaine offrit au monde une démonstration de sa force. Le roi Abd el-Malik, mort, son frère, j'ai dit son fils, je voulais dire son frère, Ahmed el-Mansour prend le pouvoir. Il est aujourd'hui encore, Ahmed el-Mansour, considéré comme l'un des plus grands rois du Maroc et l'un des plus populaires, mais ça, c'est une autre histoire. Le mois d'août regorge encore d'événements nationaux majeurs. Peut-être vous retrouverai-je le 14 août. En tout cas, comme toujours, vos retours sont les bienvenus. Et je suis à l'écoute de vos suggestions, de vos conseils et même de vos idées de célébration. N'hésitez pas. Bonnes vacances et à très bientôt, chers auditeurs. Merci de votre fidélité.